Y a-t-il des opportunités sur la côte française? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On continue notre vue des actions françaises pour le mois d'août 2025. On s'était arrêté à Score dans la précédente vidéo. On va prendre Arkema, Vallourec, Covivio Hotels, puisque c'est pas une rate, Covivio Hotels, il y a la rate qui s'appelle Covivio, mais eux, Covivio Hotels, c'est la partie gestion des hôtels, donc c'est pas, ils n'ont pas les murs. On a Vision Group, on va prendre Vision Group, Eurazeo, on évite, c'est une holding, Soprasteria, Groupe Seb, Tikeo, on évite, c'est une holding, Veralia, on va la prendre. Alors, Société Foncière Lyonnaise, c'est une rate, donc je mets ça de côté. JC Deco, on la prend, LDC et Virbac. Je vous ai préparé la watchlist comme d'habitude. Ici, on a le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la market cap en dollars US, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation, valeur entreprise sur EBITDA, ratio cours-bénéfice, ratio pour free cash flow, ratio cours sur actifs tangibles, on n'aura peut-être pas besoin ici, il n'y a pas de financière, le rendement des capitaux investis, le rendement des fonds propres également, il n'y a pas de financière, donc on ne va pas considérer. L'endettement, le levier financier en termes de dette nette sur EBITDA, rendement du dividende, le free cash flow par rapport au bénéfice net et le payout ratio. Alors, première entreprise de la liste, ça va être Arkema, donc le spécialiste de la chimie française. Français. On est sur un bas de cycle dans la chimie, c'est compliqué à cause du coût d'énergie. C'est très intensif en capital, les chimistes. Donc Arkema, en fait, il reflète ce bas de cycle. Est-ce qu'ils arrivent à surnager? Donc regardons, on est sur 5 milliards de dollars de market cap, 2,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc il n'y a pas beaucoup de croissance. On est à 6 en VE sur EBITDA, donc c'est peu cher payé, 23 en PE, 15 en price to free cash flow. Moi, je pense qu'il y a des éléments qui impactent le résultat net et les free cash flow. C'est pour ça que les multiples ici semblent élevés, mais si on regarde en valeur entreprise sur EBITDA, c'est 5,5, c'est pas cher du tout. On est sur un rendement des capitaux investis qui est à 4,2%. Donc ça reflète le bas de cycle, la rentabilité en berne. Voilà, forcément, on perd ralentissement de la croissance, peut-être qu'ils perdent des parts de marché, ça j'en suis pas sûr, mais voilà, on est plutôt en bas de cycle. 1,7 fois les EBITDA en dette nette, donc ce qui est bien, c'est qu'ils ne sont pas trop endettés, même si on est en bas de cycle, donc ça reste gérable. 6,2% de rendement du dividende, qui est pas vraiment soutenable. À ce niveau, j'ai l'impression. Donc attention, parce que même si on a plus de free cash flow que de bénéfice net, 50% en plus, bon, peut-être qu'on est légèrement en dessous de la barre des 100%, mais bon, ça reste compliqué. Donc pour moi, la chimie, c'est un peu compliqué, quoi. Oui, c'est value, peut-être, mais on ne sait pas si on est encore en bas de cycle complètement, si ça va rebondir ou pas. Pour l'instant, ça reste compliqué. Donc plutôt à l'écart, à mon avis. Vallourec, les spécialistes du tube en acier sans soudure. Donc, c'est-à-dire qu'ils travaillent, c'est du parapétrolier. Ils travaillent pour les groupes pétroliers qui mettent en place des plateformes pétrolières. Donc c'est très sensible au cours des hydrocarbures, encore plus que les pétroliers, puisqu'ils vont dépendre de la dépense en capital des pétroliers, et la dépense en capital des pétroliers dépend du cours des hydrocarbures. Vous voyez le raisonnement. Donc Vallourec, c'est pour ça que ça se paye relativement pas cher. Pas de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. Après, c'est une boîte qui a fait pas mal de restructuration. Donc, elle s'est désendettée, augmentation de capital, etc. Maintenant, elle est sortie d'affaires. D'un point de vue multiple, c'est value. On est à 5 en VE sur EBITDA, 10 en PE, 10 en price to free cash flow. Bon, en fait, c'est pas très très cher. C'est pas très cher payé. On est sur un rendement des capitaux investis qui est impressionnant. 12% de rendement des capitaux investis. Donc, très très bonne rentabilité opérationnelle. Quasiment pas de dette. 0,2 fois les EBITDA en dette nette. 9,4% de rendement du dividende. Donc, ils ont monté fortement le dividende pour un peu signaler au marché que ça y est, on est sorti d'affaires. Donc, Vallourec, attention que le payout ratio est un petit peu élevé. Donc, il faut regarder quand même si ce niveau de dividende, je pense que ce niveau de dividende n'est pas celui qu'on aura sur 2025. Il y a eu du dividende spécial, ou en tout cas, ils l'ont monté assez fortement, mais ça ne sera pas le cas ça sera pas un dividende aussi régulièrement élevé. Donc, alors, de toute façon, ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'à minima, s'ils font du 50% de payout ratio, on est quand même à 4,7, allez, à 5% de rendement du dividende. Donc, Vallourec, c'est très très bien. Donc, moi, je trouve que c'est un bon dossier value. Ça se regarde quand même, ça se met en watchlist. Si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement performant et passif, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. On continue avec Covivio Hotels. Donc, cette boîte, elle est dans le fonds France d'Indépendance AM. Donc, ça me dit que il faut peut-être la regarder. On est sur 4,4 milliards de dollars de market cap, 12% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est plutôt élevé. Les multiples sont très chers. Donc c'est plus value en fait. 19 en VE sur EBITDA, c'est trop cher. 4% de rendement des capitaux investis, mais en fait, je vois qu'il y a beaucoup de dettes. C'est peut-être une boîte qui finalement a ses murs en propre, mais il me semblait que Covivio gérait l'immobilier, que eux géraient plutôt la partie, qu'ils faisaient plutôt la gestion. Donc, à mon avis, compliqué à analyser en tant qu'une boîte plutôt classique.
Bon, vu le niveau de valorisation et d'endettement, soit c'est une rate, dans ce cas-là j'évite, soit c'est pas une rate, elle est trop endettée, donc à voir. Enfin, plutôt à mettre de côté à mon avis. Vision Group, on est sur, le spécialiste des étiquettes pour les supermarchés, donc les étiquettes de prix électroniques. Ils ont un partenariat, avec Walmart, donc excellent. Ils ont une très forte croissance, 31% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est une belle boîte, 4,2 milliards de dollars market cap. C'est voilà. Bon, ça se paye hyper cher, hein, bien sûr. 65 en BE sur EBITDA. Perte nette sur les 12 derniers mois, sauf que c'est une perte comptable, puisque si on regarde les free cash flow, ils sont quand même bien. Après, free cash flow, on est à 10. Donc il se passe quelque chose sur le tableau de trésorerie pour, là, il y a quelque chose qui vient un peu brouiller la lecture parce que 65 en VE sur EBITDA, c'est-à-dire que l'EBITDA est microscopique, mais par contre, vous avez beaucoup de free cash flow. Donc bizarre. Donc il faut s'épancher un peu plus en détail sur Vision Group. Bon, le fait qu'on fasse alors la rentabilité n'est pas exceptionnelle, c'est une boîte qui est encore en train de gagner des parts de marché. Donc on a moins de 5 en rendement des capitaux investis. Donc c'est normal que la rentabilité soit un peu faible. On est cash net sur le dossier, donc ça c'est bien, ça diminue le risque. Ils nous mettent qu'il y a un dividende, mais il n'y a pas de payout ratio. Bon, je ne sais pas s'il y a vraiment un dividende. En revanche, voilà, il y a l'effet cash flow. Je pense que Vision Group, c'est une très très belle boîte de croissance. Il faut voir comment, s'il arrive à gagner les parts de marché, mais je pense qu'avec qu'une telle croissance, même si c'est un marché qui est pas en très forte croissance quand même, tout ce qui est étiquetage dans la grande consommation, et cetera, enfin la grande distribution. Donc je pense que ils sont en train de gagner des parts de marché. C'est pour ça que la rentabilité n'est pas fantastique, mais une fois qu'ils auront pris, une fois qu'ils seront leaders dans le top 2 ou top 3, la rentabilité va fortement monter. Donc je pense que Vision Group, c'est un très bon dossier également de croissance. Soprasteria. Donc là, on est dans les ESN. Bon, elle est beaucoup plus petite que Capgemini, mais quand même, c'est quand même une grosse mid-cap, hein, 4,1 milliards de dollars de market cap. 5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est quand même honorable. On est value, on est à moins de 7 en VE sur EBITDA, 13 en PE, 9 en price to free cash flow. Il vaut mieux regarder les free cash flow actuellement. Donc le secteur des ESN, même d'ailleurs le secteur des services aux entreprises est globalement en ralentissement. Enfin, le ralentissement commence à diminuer, donc ça commence à s'améliorer, mais c'est pas encore fantastique. Bon, donc on a les multiples de bas de cycle ici, et c'est normal, on a les multiples value. Moi, je pense que Soprasteria, c'est qualitatif, hein, ils sont très diversifiés en termes de vertical métier qu'ils adressent, et aussi en point de vue géographique, ils sont bien diversifiés. Ils ont aussi des centres en Inde, donc non, ils sont plutôt pas mal, je pense. On est à 12% de rendement des capitaux investis, 2 fois l'EBITDA en dette nette, donc c'est pas trop endetté, 2,5% en rendement du dividende, donc c'est plutôt intéressant. À ce niveau, c'est rare d'avoir en fait des ESN qui sont des boîtes structurellement de croissance, verser des niveaux de dividendes aussi élevés, mais c'est plutôt parce que le prix est peu cher, hein, de l'entreprise actuellement. Donc le payout ratio à 33%, voilà, il va pouvoir augmenter tranquillement. Donc on peut verser du 3,5% de rendement du dividende sans trop de problème, hein. Donc voilà, Soprasteria, c'est plutôt pas mal. Il y a un peu de dette parce qu'à chaque fois qu'ils font des acquisitions, ils s'endettent un petit peu, mais structurellement, sinon c'est pas un modèle d'affaires. On a besoin d'être endetté, hein, puisqu'on n'a pas besoin de capital. Enfin, il y avait une partie software avant, mais c'est plus le cas maintenant, je crois. Ou alors, en tout cas, elle a fortement diminué. Sinon, le principal, ce sont les consultants, hein. Donc voilà. Oui, c'était plutôt pas mal. À titre personnel, j'ai travaillé chez Soprasteria et c'était plutôt une expérience intéressante. Ensuite, Seb, on est sur l'électroménager. Donc le petit électroménager, donc secteur aussi en difficulté, hein, c'est le consommateur. C'était beaucoup tiré par la Chine, mais malheureusement la Chine ça va pas fort. Le consommateur chinois n'est pas en grande forme, donc ça pèse pour le groupe, malheureusement. 4 milliards de dollars de market cap, 3,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc voilà, ça ralentit un petit peu, hein. Du coup, on est à 7 en VE sur EBITDA, 31 en PE, 17 en price to free cash flow. La publication qui a eu lieu, donc cette semaine ou la précédente, je ne sais plus, a été mal reçue, hein, par le marché, parce qu'on ne voit pas de signe d'amélioration pour l'instant. 9% de rendement des capitaux investis, ça reste correct. Alors ça, c'est en décembre 2024. Hein. Il faut regarder dans la dernière publication quelle est la rentabilité. Ici, en rendement des fonds propres, ils nous mettent 6%. Donc c'est pas extraordinaire, hein. Là, en termes de dette nette, je ne suis pas sûr qu'on soit à ce niveau-là. Là, c'est trop élevé, hein. 6 fois les l'EBITDA en dette nette, c'est beaucoup trop élevé pour une boîte plutôt cyclique. Mais il doit y avoir des loyers là-dedans, en fait. Il faut regarder s'il n'y a pas des obligations locatives, hein, qui sont plutôt des dépenses opérationnelles plutôt que de la dette, hein. Donc à prendre en considération. 4,5% de rendement du dividende, c'est intéressant, sauf que c'est pas soutenable. Donc ce dividende va malheureusement être coupé. Donc Seb, oui c'est value, mais il va falloir être patient et que la reprise s'amorce. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc plutôt compliqué. Ensuite, on est sur Verallia. Alors Verallia,
on est sur le spécialiste de l'emballage en verre. Gros client, ce sont les spiritueux. Donc, les spiritueux, ils sont encore en difficulté, hein. En témoigne le licenciement il y a 2 semaines de la PDG de Diageo, a été virée. Chez Pernod Ricard, il ne peut pas être viré puisque de toute façon, il est actionnaire majoritaire, la famille est actionnaire majoritaire, mais ils font des plans de licenciement également, ils réduisent des coûts, donc difficulté encore sur les spiritueux. Veralien, lui, ce qui est de spécial sur le dossier, c'est qu'il y a un des fonds brésiliens qui est au capital, qui était déjà assez important, qui a profité du cours bas pour se renforcer. C'est peut-être un signal que le groupe est quand même value, hein. Donc, alors, il ne compte pas sortir la boîte de la côte. Il n'y a aucun intérêt à apporter ces titres à l'opération. Donc, l'OPA a été faite à 30 €, dividende attaché, donc ça donne 28,30 € de mémoire. Et elle se terminera début août. Et après, le cours va se remettre à revivre sa vie et ça ne m'étonnerait pas qu'on repasse au-dessus des 28,30 €, hein. C'est pour ça que ça n'a pas l'intérêt d'apporter ses actions à l'OPA. Alors, on est à 4 milliards de dollars de market cap, 6% de croissance de chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Plutôt une croissance quand même soutenue, hein. Il y a des acquisitions, hein, pour booster cette croissance. On évalue en termes de multiples, on est à moins de 7 en VO sur EBITDA, 18 en PE, mais 10 en presque free cash flow. Vu qu'il n'y a pas de croissance organique sur les dernières publications, il vaut mieux regarder les free cash flow. Et si on regarde les free cash flow, c'est pas très cher, hein. 14,5 en rendement des capitaux investis, c'est impressionnant. C'est une boîte qui est très intensive en capital. Il faut des usines quand même, il faut du stock, etc. Et pourtant, la rentabilité est énorme. Alors, il y a des solutions. Alors, c'est un duopole, en fait, en Europe, avec Vidrala, société espagnole. Et il y a des soupçons, quand même, d'entente, de collusion sur les prix. Donc, de temps en temps, aide descente des autorités de la concurrence des pays respectifs. La dernière en date, ça a été en Italie, il me semble. Donc, attention, il y a ce risque qui pèse un peu aussi sur Verallia, c'est le risque d'une amende, hein. Donc, gardez en tête. Mais la rentabilité, en tout cas, est très bonne. 2,7 fois les EBITDA en dette nette. Donc, ça monte à chaque fois. Donc, c'est intensif en capital. Donc, du coup, ils doivent aussi s'endetter pour faire toutes les opérations. Mais aussi, ils font des acquisitions. Donc, ça fait monter un peu la dette quand même, hein. 6% vraiment du dividende, c'est soutenable en fait. Si vous regardez les free cash flow, ça fait quoi, 70%. Donc, ce dividende-là est plutôt soutenable. Donc, Verallia, quand la reprise partira, je suis sûr et certain qu'on la reverra. On va la voir à nouveau dans les portefeuilles des gérants Valibou. Parce que il n'y a pas de raison, hein. C'est value, c'est bien rentable. Il y a un petit peu de dette, certes. On est en bas de cycle. Voilà, c'est simplement qu'on est en bas de cycle. Mais je pense que en fait, ça va se reprendre sans trop de problèmes. Allez, ensuite, on est sur LDC, le spécialiste du poulet en France. C'est leader, en fait. Et il y a quasiment le monopole, hein, maintenant. 3,7 milliards de dollars de market cap, 7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc, forte croissance. Pourtant, c'est value. Enfin, forte croissance. Croissance soutenue par 6 en VO sur EBITDA, 14 en PE, 31 en price of cash flow. Attention, à mon avis, il y a une dépense en capital importante, non récurrente, qui fait que les free cash flow sont un petit peu bas, mais bon. Si on regarde en VO sur EBITDA, c'est complètement value. 7,7 en rendement des capitaux investis. Donc, moi, je pense qu'il y a une rentabilité qui est plutôt convenable, hein. Je ne connais pas tous les tenants et aboutissants des opérations de production de poulet, mais je pense que c'est quand même intensif en capital. Ils sont cash net, excellent. 1,7% de rendement du dividende, qui est un payout ratio en fait de 50% par rapport au free cash flow. Mais les free cash flow, à mon avis, ils vont remonter après. Donc, ils peuvent monter ce dividende, ils vont, à mon avis, monter ce dividende sans trop de problème, régulièrement, tranquillement. Donc, LDC, c'est très bien, hein, c'est défensif. Consommation non discrétionnaire. C'est un produit qui est finalement moins cher que la viande traditionnelle, hein, la viande rouge. Donc, il n'y a pas de raison, hein. Il n'y a pas de raison que cette boîte ne se comporte pas correctement. Donc, je pense que c'est intéressant d'avoir du LDC aussi. JC Déco, on est sur le spécialiste de l'affichage sur mobilier urbain. C'est eux qui ont inventé le concept, hein, d'ailleurs, de mobilier urbain. Donc, tout ce qui a de luxe, etc. Et en fait, ils louent l'emplacement. Donc, ils touchent un peu on va dire des loyers, en fait, d'hébergement publicitaire dans le mobilier urbain. Donc, c'est bien, hein, ce genre de business model. 3,6% de 3,6 milliards de dollars de market cap, 5,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc croissance relativement soutenue. Des multiples qui sont value, hein. On a 6 en VE sur EBITDA, 13 en PE, 4 en price of cash flow. Donc, pas mal, hein, pas mal. 4,6% en rendement des capitaux investis, là, ça pourrait être mieux, hein, quand même. On a un rendement des fonds propres qui est à 12,3%, c'est à mon avis aidé par l'endettement. Donc, je pense que l'endettement, alors soit ils font des acquisitions, soit c'est pour acheter de l'immobilier, justement. Donc, ils doivent s'endetter pour acheter des propriétés, on va dire, entre guillemets, immobilières. Donc, voilà. Plutôt un business model, à mon avis, assez résilient, mais ça va être un peu cyclique, hein, puisque la dépense en marketing, c'est cyclique également, la publicité. Donc, voilà, c'est pour ça, à mon avis aussi, que les multiples sont bas. Alors, il y a d'autres choses qui font que les multiples sont bas. C'est que la dette était beaucoup plus élevée avant. Maintenant,
beaucoup plus élevé avant, oui, pardon. Maintenant, ça s'améliore un petit peu, donc c'est plutôt une histoire de recovery sur JC Deco. Alors on a du dividende à 3,8% qui est soutenable avec des free cash flow bien plus élevés que les bénéfices nets. Peut-être que les free cash flow, il faut le retraiter également, hein, vu que c'est ce que j'avais lu sur un post. Bon, voilà, il faut regarder un tableau de flux de trésorerie. Donc JC Deco, sinon, d'un point de vue quantitatif ici, c'est intéressant. Attention juste à la dette. Allez, Virbac. Donc là, on est sur le spécialiste des produits vétérinaires. 3,3 milliards de dollars de market cap, 8,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Croissance soutenue, 12 en VO sur EBITDA, 22 en PE, 24 en presse cash flow. Pour moi, c'est plutôt une boîte de croissance à prix raisonnable. 13,5 en rendement des capitaux investis, plutôt très bonne rentabilité. 0,7 fois les EBITDA en dette net. Bon, quasiment pas de dette, pas beaucoup de dividendes. En revanche, c'est un payout ratio de 7,6%, qui sont un peu radins, hein. Donc je pense que ce dividende peut monter très fortement, hein, sans problème. Bon, Virbac, ça peut être bien. D'un point de vue croissance à prix raisonnable, c'est des marchés qui sont plutôt, en plus, plutôt assez stables, hein, vu que c'est la consommation. Enfin, regarde, est-ce que c'est la consommation? Ouais, voilà. Consommation non discrétionnaire également, hein. Dès que vous avez un animal, bah, il va falloir payer des produits vétérinaires. Et c'est en plus une tendance de long terme, les animaux domestiques. Donc, Virbac, je pense que c'est intéressant également. Voilà, pour cette revue. D'un point de vue value, qu'est-ce qu'on peut regarder? Moi, je pense que Sopra Steria, c'est intéressant. Vallourec, absolument, très très bien. Et on peut regarder Verallia. Je pense que ça peut être intéressant maintenant, maintenant que en fait, la purge est passée sur Verallia, je pense que ça peut être intéressant, hein. Seb, un peu encore compliqué, je pense, d'un point de vue, reprise de la consommation, surtout en Chine. Et après, en croissance à prix raisonnable, on peut aller sur, alors on peut aussi, pardon, prendre LDC, hein, c'est très bien. LDC, c'est très bien. Et même JC Deco aussi, le désendettement se poursuit. Donc en fait, vous avez vraiment de quoi faire, hein, en termes de value et en termes de croissance, vision très bien aussi. Attention que ça, faut quand même retraiter les comptes parce qu'en termes de cash flow, c'est pas très cher payé. Mais il y a beaucoup de croissance. Donc je pense qu'il y a pas de problème sur cette boîte. Et après, sur Virbac aussi, ça peut être intéressant. J'espère que cette analyse vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.